Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma deuxième vidéo sur un sujet complètement différent de la première. Je vais vous parler aujourd'hui d'écologie populaire. D'abord, pourquoi est-ce que c'est important l'écologie populaire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le concept de justice climatique et justice environnementale. Ça veut dire que les personnes qui sont à l'origine des catastrophes environnementales, donc les personnes qui polluent le plus, qui ont le plus gros impact sur le climat, sur la biodiversité, sont aussi les personnes qui vont être le moins impactées. Alors que les personnes qui sont le moins responsables vont être les personnes qui sont les plus affectées. Pour vous donner un exemple un peu caricatural, ça veut dire que si par exemple un jour il y a des inondations dans votre ville, et ben les personnes qui sont les mieux loties vont peut-être avoir une maison au top sommet de la colline qui ne va pas se faire inonder, ou alors elles vont avoir une super méga assurance qui va leur permettre de réagir au plus vite et de remettre leur maison à neuf. Elles vont avoir une ou plusieurs résidences secondaires, etc., etc. Donc ces personnes-là, en fait, au final, s'il y a une catastrophe environnementale qui se produit, elles vont être quasiment pas impactées au final. Alors que les personnes qui ont peu de moyens, vous l'imaginerez, vont subir les dégâts d'une manière bien différente. Évidemment, plus on est riche, plus on a la possibilité de consommer et donc de polluer. Du coup, comme je vous disais, ce sont les personnes qui polluent le plus qui vont avoir le moindre impact suite à une catastrophe environnementale. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on prend compte ce concept de justice environnementale, les personnes des classes populaires devraient être les premières concernées par les problématiques environnementales et devraient être mises en avant dans toutes les luttes environnementales. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est que depuis le début des mouvements écologistes dans les années 1970, ce sont plutôt les classes moyennes supérieures qui se préoccupent de la question de l'écologie, ou en tout cas qui semblent se préoccuper de la question de l'écologie. Et donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que surtout, ces personnes de la classe moyenne supérieure vont donner une certaine image à l'écologie. Qu'est-ce qu'on imagine quand on pense à l'écologie? On va penser à quelqu'un qui va faire ses courses dans un magasin zéro déchet, bio, etc. On va penser à des personnes qui vont pouvoir se payer des vacances en train, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on imagine de l'écologie, c'est un truc qui va être cher en fait. En tout cas, plus cher que la vie au quotidien. Les personnes qui sont investies dans ce type de magasin, ils vont vous dire ah mais non en fait c'est pas cher parce que si vous achetez que les produits bruts et que vous faites tout vous-même, au final ça vous revient au même prix que le supermarché, etc., etc. Mais donc ça demande qu'à la place d'avoir du temps, à la place d'avoir de l'argent, pardon, vous avez du temps et des connaissances pour transformer tous les produits. Vous avez le matériel nécessaire dans votre maison, etc. Donc en fait, à la place d'avoir le privilège de l'argent, ça vous demande d'autres types de privilèges. À l'inverse, les personnes qui vont sortir de supermarchés à bas prix avec des tomates emballées dans du plastique, etc., etc., beaucoup d'emballages, elles vont limite à se voir stigmatisées par d'autres personnes, une espèce d'élite écologique qui va les regarder de travers. Ah, mais qu'est-ce que vous consommez, vous, dans votre supermarché avec tous ces emballages en plastique? Mais ça, en fait, c'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que quand on regarde un peu les chiffres et les statistiques, ce qu'on voit, c'est que les classes moyennes supérieures polluent beaucoup plus que les classes populaires, qui vont peut-être être celles qui vont consommer dans les supermarchés à bas prix avec beaucoup d'emballage. Donc au final, il vaut mieux être pauvre et pas trop sensibilisé, on va dire, à ce type de magasin, que d'être riche et d'être sensibilisé. Je vois déjà certaines personnes dans mon réseau qui vont être un peu offusquées de ce que je suis en train de vous dire parce qu'elles travaillent vraiment très dur pour réduire leur impact individuel sur l'environnement. Mais voilà, ça c'est des trucs, c'est pas moi qui viens de les inventer, qui vient de vous les dire, ce sont vraiment des statistiques qui existent, qui ont été étudiées et confirmées par des scientifiques. Et donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués, que ça va peut-être vous permettre d'évoluer. Maintenant peut-être que vous étiez déjà tous au courant, je ne sais pas, mais voilà, je trouvais que c'était important de le mentionner. Donc ça veut dire quoi en fait ça? Ça veut dire que les personnes qui ont une espèce d'image écolo, on va dire bobo écolo, ne sont en fait pas les personnes qui ont le plus petit impact sur l'environnement. Et c'est là que la vision du grand public est un peu biaisée.
Au-delà de cette vision qu'on a aujourd'hui, je pense que toute la communication autour des problématiques environnementales a été dirigée en fait vers les classes moyennes supérieures. Et dès le début, moi je me souviens quand j'étais à l'école, ce qu'on nous disait sur l'environnement, c'était voilà, trier vos déchets, on va dire ça virtuellement, tout le monde peut le faire. Mais on nous disait aussi, ne partez pas en vacances en avion. Dans ma famille, on n'avait pas les moyens de partir en vacances du tout, donc pour nous c'était une injonction qui ne nous concernait pas. On allait nous dire, ne chauffez pas vos chambres à coucher au-dessus de 17 degrés. Dans ma chambre à coucher, il n'y avait pas le chauffage, il faisait maximum 5 degrés en hiver. Je dormais avec 3 couvertures, un énorme coussin, une bouillotte, un pyjama d'hiver et j'avais le visage congelé. Donc voilà. Donc c'était encore une fois, on se dit, mais voilà, ça ne nous concerne pas en fait ces trucs sur l'environnement. On nous disait, oui, on ne chauffait pas les pièces de vie au-dessus de 20 degrés, donc on chauffait que la cuisine et elle était à 15, maximum 16 degrés parce qu'on n'avait pas les moyens de chauffer plus. Voilà, en fait, toute une série de trucs. On nous disait prenez des douches plutôt que des bains. Je peux vous assurer que dans une famille de 5 enfants, si on allait tous les sacs dans la même eau du bain, ça prenait vachement moins d'eau que les douches. Et tous les 2 jours, on se lavait au lavabo, un jour sur 2 dans une espèce de bassine qu'on mettait dans la baignoire. Et un jour par semaine, on avait droit à la baignoire entière, mais donc c'était nous les 5 enfants dans la même eau. Donc voilà, vous allez me dire, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir cette vie que toi t'as eu enfant, de vivre dans une situation de précarité. Et donc je dis pas que tout le monde doit vivre dans la précarité. Ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, quasiment toute la communication environnementale a été excluante envers les classes populaires et a été dirigée plutôt vers les classes moyennes supérieures. Donc voilà, je vous raconte un peu ça de mon intimité parce que je trouve que c'est important de parler de ça et que grâce à mon exemple personnel, je veux dire, enfin grâce à, je peux vraiment vous montrer par A plus B que au final on se dit mais en fait ça ne nous concerne pas. Ou alors ça va de soi, des fois on me disait il faut pas acheter de la nourriture, il faut mettre les restes dans un tupperware, mais enfin ça va complètement de soi, c'est juste du bon sens. Donc tous les trucs écologiques, en fait, pour nous, soit c'était complètement du bon sens, soit on avait l'impression que ça ne nous concernait pas du tout. Mais du coup, comment est-ce que vous voulez qu'on s'identifie à un discours, à une idéologie écologiste, quand on est juste complètement exclu par tous les narratifs qui ont été construits autour de ça, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, avec le zéro déchet et par là, désolée à tous les fans du zéro déchet, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple qui pour moi est facile à traiter. Je veux pas du tout critiquer toute la démarche du zéro déchet parce que je pense que réduire ces déchets, c'est vraiment indispensable. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut passer d'un modèle qui va de la responsabilité individuelle des individus sur l'environnement à plutôt un modèle collectif et un modèle où on responsabilise les entreprises et les actionnaires des entreprises qui prennent des décisions qui sont néfastes pour l'environnement. Et à l'inverse, vraiment appartenir à, je vais dire, au groupe qu'on voit comme écolo aujourd'hui, ça permet d'accéder à un certain standing social. Donc entre la stigmatisation des personnes qui ont acheté avec plein de plastique, etc. et ce standing social, il y a quand même un écart. Et l'écart n'est pas forcément justifié puisque comme on vient de le voir, c'est pas forcément ceux qui sont étiquetés comme écologistes qui sont les plus écolos dans leur pratique. Le standing social, il va venir de... Vous avez déjà parlé avec quelqu'un en leur disant « Ah oui... j'ai été acheter dans telle épicerie zéro déchet » et alors les gens ils vous regardent et ils disent « Ah oui, c'est vraiment bien ce que vous faites, moi aussi je fais des efforts mais j'en suis pas encore à votre niveau, je vous admire vraiment, etc. » Donc vraiment ça permet d'élever son statut social, de participer à ces initiatives de l'écologie, je vais dire mainstream. Contrairement à d'autres personnes qui vont justement être regardées de haut de par leurs pratiques qui sont vues comme pas écolo alors que peut-être qu'elles le sont bien plus qu'on ne le pense. C'est pareil pour le fait d'acheter des habits de seconde main ou de récupérer les habits des cousins ou des frères et sœurs. Maintenant ça s'est transformé en une espèce de pratique valorisée qui a été reprise par ces classes moyennes supérieures alors qu'en fait depuis des années et des années
les classes populaires le faisaient déjà et en général elles étaient regardées de haut quand elles le faisaient ou qu'elles réparaient leurs habits jusqu'à ce que vraiment c'était plus possible de les mettre, etc. Donc depuis longtemps, en fait, c'est ces personnes-là qui ont inventé les pratiques écologiques qui aujourd'hui sont valorisées par les classes moyennes supérieures. Et si maintenant, il y a certaines pratiques que les classes populaires ne peuvent pas mettre en pratique, en fait, c'est parce qu'il y a des barrières. Il y a des freins économiques, il faut du temps, il faut un certain équipement. Voilà, pour mettre des panneaux solaires sur sa maison, il faut déjà être propriétaire de sa maison. Pour pouvoir faire des super recettes à partir de légumes secs machin, et ben il faut certains équipements de cuisine qui coûtent cher. Enfin voilà, la liste est vraiment longue des potentiels freins. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir aller dans plusieurs petits magasins, etc. Et ça, encore, je vais vous dire, c'est vraiment les freins économiques. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que nombreuses personnes des classes populaires n'ont pas les privilèges que moi j'avais de faire partie d'une famille blanche. Et ma mère a toujours veillé à ce qu'on aille à la bibliothèque, etc., à ce qu'on aille à certains capital culturel. Il y a d'autres personnes qui avaient beaucoup moins de privilèges que nous, notamment en venant d'une famille d'immigrés, etc. Et donc on voit là qu'il y avait certaines intersections en fait entre les identités immigrées, personnes de couleur ou racisées et les classes populaires. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on voit toutes les pubs, enfin pubs entre guillemets, toutes les propagandes écolo qui nous disent acheter des produits de chez nous, mais comment voulez-vous que si je suis une personne de couleur et qu'on me répète tous les jours que je suis pas chez moi, que je dois retourner dans mon pays, ou qu'on me demande tous les jours tu viens d'où, ou tes parents ils viennent d'où, comment voulez-vous que je me sente chez moi et que je me dise je vais acheter des produits de chez moi alors qu'on me dit tout le temps que je suis pas chez moi. Enfin voilà, ça, il y a vraiment des personnes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Je pense notamment à Fatima Wassak avec son livre Pour une écologie pirate. Et il y a d'autres auteurs, autrices qui en parlent très bien. Et je pense aussi au film Décolonisons l'écologie que vous pouvez regarder. Je pense qu'il est en accès libre sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc voilà, ça, je vais pas vous faire une méga théorie sur le racisme environnemental, même s'il y a énormément de théories super intéressantes là-dessus, mais juste parce que voilà, il y a des personnes qui en parlent mieux que moi et qui pourront partager leur propre expérience. Bref, l'écologie populaire, c'est d'abord reconnaître que les personnes issues de la classe populaire ont créé, ont inventé un énorme panel de pratiques super écologiques et que maintenant ce sont des classes moyennes supérieures écolo qui vont les redécouvrir et dire que voilà, c'est the thing to do. Alors qu'en fait, ces pratiques ont été inventées bien avant par d'autres personnes. L'écologie populaire, c'est aussi se dire que tous les fonds, qu'ils soient publics ou privés, qui sont investis dans des initiatives écologiques, mais qui ne prennent pas en compte les luttes sociales, en fait, c'est des fonds qui ne sont pas vraiment utiles. Je veux dire ça parce que, comme je vous l'expliquais, les personnes qui sont déjà privilégiées vont être beaucoup moins impactées par les catastrophes environnementales. Et donc, si on propose des fonds au bénéfice de ces populations-là, ça veut dire qu'on donne des fonds à déjà des projets de personnes privilégiées. Alors moi, je dirais autant investir ces fonds, autant donner des subsides vraiment aux projets qui viennent de la classe populaire, autant reconnaître leur rôle et leur investissement de fonds dans les valeurs et dans les pratiques écologiques depuis très longtemps. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable pour créer une écologie qui prenne en compte les luttes sociales, une écologie qui soit juste et équitable. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était peut-être un peu brouillon, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et voilà, je vous dis peut-être à bientôt si j'ai la motivation de faire d'autres vidéos.